vous plaît. Et nous allons commencer à la 11e édition du programme Dialogue du Suprême avec les positions thématiques sobre l'état de droit et la justice constitutionnelle. Les questions pourront être envoyées par le QR code que vous trouverez sur votre siège et seront répondues en fonction de la disponibilité du temps. Et donc, elles seront répondues en français. Donc, au début, vous avez une radio que vous pouvez prendre devant l'auditoire. Donc, nous aurons le ministre Edson Fachin, qui est le vice-président de l'exercice de la présidence du Suprême Tribunal fédéral et du Conseil national de justice. Et ainsi que Agnès Roble-Troisier, qui est directrice de l'école de droit de l'Université de Sorbonne, Monsieur Dr Dominique Rousseau, qui est le juriste français, et Monsieur Dr Xavier Philippe, le directeur de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de l'Université de Sorbonne. Dans ce moment, je donnerai la parole, excusez-moi, à Monsieur le ministre. Bonjour à tous. Je voudrais saluer Monsieur Marment du Tribunal suprême fédéral et tous les invités ici présents. Et les invitants, Monsieur Agnès Roble-Troisier, la directrice de l'école de droit de la Sorbonne, et Monsieur Dominique Rousseau, et ainsi que le docteur Xavier Philippe. Je voudrais saluer toutes les personnes ici présentes, les ministres présents, Monsieur Ramos, les magistrats présents, les étudiants et les professeurs également, et toutes les personnes qui travaillent et les stagiaires. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui dans cette institution de dialogue avec le Suprême, un événement qui s'actualise aujourd'hui du Suprême Tribunal fédéral, et je voudrais remercier pour cette invitation. Le ministre Gilmar Mendes a eu comme titre, il a eu un nouveau titre à Buenos Aires, et c'est un idéalisateur et un concentrateur de la vigilance au Brésil. Je salue l'excellence, monsieur, et mes sincères compliments, et pouvoir l'entendre et pouvoir avoir tous les invités comme Madame la doctoresse Agnès Roble-Troisier, Monsieur le docteur Dominique Rousseau, et ainsi que le docteur Xavier Philippe. Chers professeurs, a presença dos convidados. Eu queria apresentar os convidados et je voudrais présenter les invités de la justice sur le thème de la justice constitutionnelle contemporaine. Elle est Madame Agnès Roble-Troisier, qui est la directrice de l'école de droit de l'Université de la Sorbonne et qui s'occupe de la justice constitutionnelle. Et on va réfléchir sur le constitutionnalisme et l'adaptation aux nouveaux changements. Monsieur Dominique Rousseau, c'est un renommé constitutionnaliste, et qui va nous parler de la partie juridictionnelle et de la fonction juridictionnelle et de la fonction de l'État, qui est un débat crucial sur la légitimité et l'indépendance du Suprême et des fonctions de la Cour, et comment est-ce qu'on peut préserver les libertés fondamentales. Et Monsieur Xavier Philippe, qui a travaillé sur la justice traditionnelle du droit fondamental, il va nous apporter une réflexion sur la justice constitutionnelle, une instance qui sont sur les pressions de l'opinion publique et des choix politiques, et sur la résonance. Et c'est une alerte sur la responsabilité du judiciaire et de préserver l'intégrité
du journalisme qui est à la base de la démocratie. Vous soyez les bienvenus à cet événement et je voudrais parler sur les limites fondamentales et les expectatives que nous avons pour le futur. Les droits fondamentaux et les droits fondamentaux sont importants et je voudrais que ce soit dans le centre de nos attentions. Et la Cour constitutionnelle n'est pas un droit, n'est pas un pouvoir, une entité politique et juridique. La Cour constitutionnelle n'est pas exempte de critères pour diminuer le degré de constitutionnalité et libre dans ses décisions et comme nous avons vu récemment. Et enfin, la Cour constitutionnelle n'est pas assise au-dessus de toutes les autres. La juridiction constitutionnelle, le tribunal des droits fondamentaux ont une fonction et c'est un lieu de dialogue. Et si on s'y oppose, on aura un concept on aura une démocratie plus pauvre et qui empêchera le dialogue. Et c'est ce qui est soutenu par le professeur Louis Grech et Klaus Rüxin, qui ont ce concept de ce positivisme du concept de la démocratie et qui est la volonté du plus grand nombre. Qu'est-ce que la démocratie vit de la différence et recherche un consensus entre les accords et des accommodations. Et c'est pour ça que cet événement aujourd'hui est très important. Dans ce temps où vit le Brésil et du peuple brésilien et que l'État, dans les statuts que nous avons, qui a plus de 35 ans, qui marque la légalité constitutionnelle. En dehors de la légalité constitutionnelle, l'autoritarisme et on aurait un problème pour affronter, avoir des inégalités et des divisions dans la population. Il y a des des grands défis et on a des limites. Les juges ne sont pas des législateurs. Et le législatif et le pouvoir qui est réformateur n'est pas substitué la Constitution. Donc il y a beaucoup à débattre. Donc j'ouvre aujourd'hui le débat et c'est un honneur de recevoir les collègues et les professeurs français ici chez nous. Merci pour cette étude comparée parce qu'il y a des modes et des méthodes on devrait comparer de manière comparer entre les cultures, entre les pays, et dans ce sens, on veut avoir un fruit, quelque chose de très important et très large pour l'interprétation. Si on regarde la lumière et les jugements qu'on a ici, qui montrent que la démocratie et le contrôle de la justice sont importants. Et ça, ce sera la base de notre analyse. Tous les changements d'idées nous rapportent des apprentissages. Bravo pour l'initiative et merci qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je préside cette session. Aujourd'hui, je présente comme vice-président formellement, mais c'est la présidence de ministre Jules Marc, c'est lui qui a eu cette initiative aujourd'hui. Et c'est une grande joie d'être ici. Une grande joie académique également, de plus grand du tribunal. Et
ici au Brésil et en dehors. En même temps, un excellent événement à tous et merci beaucoup à tous. Avec maintenant, Monsieur le ministre Gilmar Mendes, je vous donne la parole. Je voudrais vous saluer tous. J'exerce comme président de la présidence de ce tribunal. Je voudrais saluer Monsieur Dominique Rousseau. Je voudrais tous vous saluer ici de cette édition et dialogue soutenu. Je salue aussi le ministre Monsieur Fachin. C'est une grande joie de vous recevoir. Ce sont des grands constitutionnalistes français et qui sont internationaux. Agnès Roblot-Croisier, elle est de l'université de la Sorbonne. Elle a fait des recherches dans le droit. Elle a une grande expérience dans le droit. Et elle s'est occupée de la partie éthique de l'Assemblée nationale. Elle est ici, elle nous donnera sa vision et sur les paradoxes de la Constitution, de la justice constitutionnelle. Et nous aurons une analyse aujourd'hui de M. Dominique Rousseau de l'Université de droit de la Sorbonne, qui est un membre honoraire de l'Institut de France et de la Cour constitutionnelle française. Si la différence juridictionnelle peut ou pas être considérée comme un comportement contraire à son état de droit. Et c'est un thème sur lequel nous avons de grandes questions, c'est très fréquent à la Cour. Son œuvre apporte l'analyse de la démocratie représentative et sa conformation juridique et a une attention spéciale sur la légitimité démocratique du suprême et des cours constitutionnelles. C'est des débats qui sont discutés. Il y a des pour et contre au Brésil. Nous dialoguons sur la démocratie pour en plus de la représentativité constitutionnelle qui transforme cet espace d'intégration et qui invente des nouvelles formes et qui permettent aux personnes pour l'exercice de l'activité politique. Comme bon élève, le professeur allemand Peter, nous avons eu l'honneur de traduire son œuvre pour le portugais, qui s'appelle Sociedade Aberta aos Intérpretes de la Société ouverte pour la Constitution, pardon. Donc toutes les personnes, ce sont des personnes légitimes pour son interprétation. Et donc c'est une opportunité pour apporter sa propre interprétation. Aujourd'hui, le tribunal réalise avec souvent des appels, des audiences publiques dans la procédure et des normes. Le professeur de droit constitutionnel et de droit humanitaire, M. Xavier Philippe, ne parlera de la justice constitutionnelle, ni une chambre écho et ni une chambre d'appel qui sont faits par le Parlement. Si on regarde la comparaison, le professeur également, c'est un professeur de la Sorbonne également, et aussi du CAB occidental. Il est responsable du master de Sorbonne.
Historiquement, comme vous le savez, la France exerce une grande influence sur la pensée juridique brésilienne et également sur le droit public. Et c'est très important et immensurable le style, le projet et que le ministre de l'émancipation humaine pour nous éviter la tyrannie. C'est un grand honneur de recevoir ces compétents académiciens ici aujourd'hui avec nous. Et nous sommes unis dans un compromis ensemble, et pour la défense des droits fondamentaux et de l'ordre démocratique. Je vous souhaite à tous un excellent événement. Merci. Je vous passe la parole à Madame Agnès Robleau-Troisier. C'est vraiment un immense honneur pour moi d'être accueillie au tribunal suprême fédéral. Et je voudrais adresser mes très sincères remerciements à Monsieur le ministre Edson Fachin, vice-président, et à Monsieur le ministre Gilmar Mendes pour votre invitation et merci infiniment pour votre initiative. La communication que je vais faire, je l'ai intitulée « Les paradoxes de la conception française de la justice constitutionnelle ». Alors pourquoi les paradoxes, paradoxes au pluriel? Parce que la justice constitutionnelle en France présente de nombreux paradoxes au sens de contradictions entre des faits, entre des idées contradictoires. L'expression que j'ai utilisée aussi dans l'intitulé de cette communication de conception française de la justice constitutionnelle fait écho à la conception française de la séparation des pouvoirs, qui est un concept utilisé par le Conseil constitutionnel français. L'essentiel de la justice constitutionnelle en France ne peut être compris qu'en revenant aux origines du contrôle de constitutionnalité en France. Et en réalité, je devrais dire aux origines du non-contrôle de constitutionnalité. Donc, je vais commencer par un petit peu d'histoire. Pour comprendre le contrôle de constitutionnalité à la française, il faut remonter à la Révolution française de 1789 et à cette conception qu'ont les révolutionnaires de la séparation des pouvoirs. La difficulté d'introduire le contrôle de constitutionnalité en France, et particulièrement le contrôle de constitutionnalité des lois, s'explique par une méfiance originelle à l'égard des juges. Cette méfiance est héritée de l'attitude des parlements de l'Ancien Régime s'opposant aux réformes royales. La crainte que suscite le juge en tant qu'institution capable de faire obstacle à l'application de réformes s'exprime très clairement dans une loi, la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux juges de prendre part directement ou indirectement à l'exercice du pouvoir législatif et de suspendre, de quelque manière que ce soit, l'exécution des lois. Il est même interdit aux juges d'interpréter la loi lorsqu'elle est obscure. Ainsi, les juges français, à la période révolutionnaire, se voient interdits d'une quelconque appréciation de la loi. Cette interdiction originelle a conduit en France à une tradition de toute puissance de la loi, parce qu'elle est l'expression de la volonté générale. Elle explique que les juges se sont tenus pendant très longtemps à cette interdiction, négligeant donc de fait le respect des normes constitutionnelles, des dispositions constitutionnelles. Alors que le contrôle de constitutionnalité des lois diffus exercé par tout juge faisait son apparition aux États-Unis, en France, et alors qu'en Europe aussi, d'ailleurs, le contrôle de constitutionnalité des lois a fait son apparition au début du XXe siècle, la France s'en est tenue à un rejet du contrôle de constitutionnalité des lois exercé par un juge. Cette réticence, cette tradition de réticence à l'égard du contrôle de la loi s'est exprimée dans la jurisprudence du Conseil d'État français, la plus haute juridiction administrative,
notamment à travers un arrêt Arrighi de 1936, mais on trouve la même jurisprudence du côté de la Cour de cassation, de la haute juridiction judiciaire. Puisque le contrôle de constitutionnalité des lois ne pouvait pas en France venir du juge, eh bien, il fallait une habilitation textuelle, il fallait un texte pour le permettre. Les constituants s'est en priorité tourné vers non pas un contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois, mais vers un contrôle politique de la Constitution, vers une institution politique chargée du contrôle de la vérification de la conformité des lois à la Constitution. Je pense au Sénat sous le Premier et le Second Empire, mais je pense même aujourd'hui à notre Constitution, la Constitution de 1958, qui a créé le Conseil constitutionnel et qui ne l'a pas conçu du tout comme une cour constitutionnelle, mais bien comme un conseil des pouvoirs publics, un organe chargé de réguler les pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel n'est pas conçu comme un organe assurant de manière générale et ayant une compétence générale dans le contrôle de constitutionnalité et dans le contrôle de constitutionnalité des lois dans le but de protéger les droits et libertés fondamentaux, mais il est conçu à l'origine comme une institution tendant à encadrer le Parlement. Il est un instrument, un outil du régime parlementaire rationalisé. C'est là une manifestation très nette à l'égard, une manifestation nette de l'hostilité à l'égard du contrôle de constitutionnalité des lois. La composition de notre Conseil constitutionnel témoigne de cette origine, témoigne de sa politisation. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés discrétionnairement par des autorités politiques avec une très grande liberté de choix, puisqu'il n'y a quasiment aucune condition pour être nommé membre du Conseil constitutionnel. Notamment aucune condition de compétence ou d'expérience dans le domaine juridique. De fait, beaucoup de politiques sont nommés membres du Conseil constitutionnel, parfois sans aucune expérience juridique. On trouve aussi au Conseil constitutionnel, même si actuellement il n'y siège plus, les anciens présidents de la République. À titre d'illustration de ce que le Conseil constitutionnel est conçu comme une institution politique, il faut noter qu'au Conseil constitutionnel, il y a un service juridique. On a une autorité qui en son sein, qui se prétend aujourd'hui être une juridiction, mais qui en son sein contient un service juridique, ce qui est quand même assez surprenant pour une institution qui aujourd'hui se présente comme une juridiction. Donc le Conseil constitutionnel est d'abord un conseiller constitutionnel, d'où son nom d'ailleurs de Conseil constitutionnel, plutôt qu'une cour constitutionnelle. Il est par ailleurs saisi par des autorités politiques. À l'origine, le contrôle de constitutionnalité des lois en France par le Conseil constitutionnel n'est qu'un contrôle a priori, c'est-à-dire après le vote de la loi et avant sa promulgation. De sorte que le Conseil constitutionnel est instrumentalisé à des fins politiques. La saisine du Conseil constitutionnel par des autorités politiques est une arme constitutionnelle, politique, par laquelle l'opposition menace la majorité. C'est là l'un des paradoxes de la justice constitutionnelle en France. C'est l'un des paradoxes parce que notre juge, je suis obligée de mettre des guillemets, notre juge constitutionnel participe du débat parlementaire et est instrumentalisé à cette fin. Il n'empêche que le Conseil constitutionnel a élaboré une jurisprudence par laquelle il a étendu ses compétences et notamment et particulièrement étendu les normes de référence de son contrôle pour étendre son contrôle à la vérification de la conformité de la loi aux droits fondamentaux, ce qui n'était pas prévu dès l'origine dans la Constitution de 1958.
Il n'empêche aussi que, par une réforme de 1974, les autorités de saisine du Conseil constitutionnel ont été élargies en permettant à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. De sorte que la jurisprudence du Conseil constitutionnel s'est étoffée et il est devenu un rouage important, essentiel des institutions républicaines et un gardien de la Constitution. C'est là encore un paradoxe, c'est que la justice constitutionnelle en France est advenue presque par accident, non pas par une volonté forte d'instaurer un contrôle d'une justice constitutionnelle, mais par étapes, par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et par ensuite l'extension de ses possibilités de saisine. Cette place que le Conseil constitutionnel a su prendre a été accrue par l'instauration d'un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori. C'est une réforme de 2008, entrée en vigueur en 2010, donc c'est quand même assez récent encore. Le Conseil constitutionnel peut aujourd'hui être saisi par les juridictions suprêmes des deux ordres de juridiction, donc par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, qui le saisissent lorsqu'elle est soulevée devant une juridiction à l'occasion d'un litige concret, lorsqu'elle soulevait une question de constitutionnalité par voie d'exception. La question de constitutionnalité de la loi sera alors examinée par le Conseil constitutionnel, mais cette question de constitutionnalité transite par les juridictions suprêmes, Conseil d'État et Cour de cassation. Mais seul le Conseil constitutionnel, encore aujourd'hui, peut déclarer que la loi est contraire à la Constitution et peut l'abroger. La procédure du contrôle de constitutionnalité mise en place par cette question de constitutionnalité, la question prioritaire de constitutionnalité, est particulièrement complexe, puisqu'elle fait intervenir 3 juges différents, celui qui est saisi du litige et donc de la question de constitutionnalité, la juridiction suprême dont il dépend, puis le Conseil constitutionnel. La complexité de cette procédure témoigne de cette réserve, de cette méfiance encore en France à l'égard du contrôle de constitutionnalité des lois. Alors pourquoi, face à cette méfiance, pourquoi les pouvoirs publics se sont-ils décidés à mettre en place une procédure de contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur? Pourquoi si tardivement? Eh bien parce qu'en France, on était dans une situation assez paradoxale, dans la mesure où les juridictions, toutes les juridictions, acceptent depuis depuis 1975 et 1989, acceptent de contrôler la conventionnalité des lois, c'est-à-dire la conformité des lois aux conventions internationales, particulièrement à la Cour européenne, à la Convention européenne des droits de l'homme. Ils acceptent de contrôler la loi par rapport aux engagements internationaux de la France, mais refusaient toujours, et refusent encore aujourd'hui, de contrôler la loi par rapport à notre Constitution. De sorte qu'il y avait une asymétrie entre, dans le contrôle de la loi, alors même d'ailleurs que le contrôle de la loi par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme est sur le fond assez peu différent d'un contrôle de constitutionnalité des lois, parce qu'il s'agit de vérifier que les droits fondamentaux ont été respectés. Donc l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, du contrôle a posteriori, répond à ce paradoxe, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ait donné un caractère prioritaire à la question de constitutionnalité. L'introduction du contrôle a posteriori des lois a été fait presque, j'ai envie de dire presque à contre-cœur, en tout cas pour répondre à un contexte de concurrence du droit européen. Ce mécanisme de triple filtrage des questions de constitutionnalité par le juge saisi du litige, le juge suprême et ensuite le Conseil constitutionnel conduit à... Donc c'est une procédure particulièrement complexe, mais là encore il y a un paradoxe, c'est qu'en France on considère que le juge constitutionnel est le Conseil constitutionnel parce qu'il est le seul à pouvoir dire que la loi est contraire à la Constitution et peut l'abroger, mais pourtant... le Conseil d'État et la Cour de cassation réalisent un pré-contrôle de constitutionnalité lorsqu'elles se prononcent sur le caractère sérieux de la question de constitutionnalité. Elles vont à ce titre vérifier, confronter la loi à la Constitution, aux droits fondamentaux. Elles vont avoir porté une appréciation, une interprétation de la loi pour voir si elle est conforme à la Constitution et parfois même
faire une interprétation conforme de la loi à la Constitution, et elles vont aussi interpréter la Constitution. De fait, le Conseil d'État et la Cour de cassation deviennent des juges de la constitutionnalité de la loi, sans pouvoir dire que la loi est contraire à la Constitution. Elles peuvent dire que la loi est conforme, mais pas que la loi est contraire. On a donc, en fait, en France, et c'est aussi un des paradoxes que je voulais mettre en lumière, on a l'idée qu'on a un juge constitutionnel qui serait le Conseil constitutionnel, alors qu'en réalité, on a une pluralité de juges constitutionnels à travers le filtrage des questions de constitutionnalité, à travers le contrôle du respect des engagements internationaux, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que sur le fond, c'est quand même ça ressemble à un contrôle de constitutionnalité, en tout cas de respect des droits et libertés fondamentaux. Et puis, et je ne l'ai pas encore mentionné, mais on a aussi un autre contrôle de constitutionnalité qui existe en France, qui est le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, qui est exercé par le Conseil d'État, à condition que la loi n'y fasse pas obstacle. Donc là, on a l'image d'un contrôle concentré, alors qu'en réalité, on a une justice constitutionnelle qui est relativement diffuse en France. Plus encore, la question prioritaire de constitutionnalité elle-même repose sur un paradoxe. Pourquoi ? Parce qu'elle a été mal conçue ou mal pensée, selon moi. Pourquoi mal conçue ou mal pensée ? Parce qu'il y a un hiatus, une rupture, une contradiction entre la question qui est posée et la réponse qui lui est apportée. L'auteur d'une question de constitutionnalité invoque, par définition, c'est le propre de cette procédure, la violation de ses droits fondamentaux. Par essence, c'est une question qui est éminemment concrète, qui est subjective, qui dépend de la situation personnelle de l'auteur de cette question de constitutionnalité, invoquant le respect de ses droits fondamentaux. Or, le Conseil constitutionnel n'y apporte qu'une réponse abstraite parce qu'il a transposé le contrôle qu'il exerçait, qui était un contrôle a priori, il l'a transposé au contrôle a posteriori. Il a transposé les méthodes, il a transposé les techniques de contrôle, de sorte qu'il fait en fait un contrôle de la loi, du texte, à la Constitution, qui est donc un contrôle abstrait. Ce décalage, ce hiatus entre la question posée et la réponse qui est apportée conduit en fait à une inadaptation en fait, de notre système à la question qui est posée. Et à cet égard, le contrôle de conventionnalité, de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme est bien plus adapté parce que c'est un contrôle, lui, qui est exercé par toutes les juridictions et de manière concrète, plus subjective. L'introduction du contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois mène à un dernier paradoxe que je voudrais mettre en lumière et qui tient à ce qu'est devenu le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est-il devenu une véritable cour constitutionnelle ? Il en prend l'apparence. L'examen des questions de constitutionnalité donne lieu à des audiences avec des avocats qui viennent plaider leur cause. Une salle d'audience a même été créée au Conseil constitutionnel, avec une procédure qui se veut contradictoire, de sorte que le Conseil constitutionnel prend les allures d'une véritable cour constitutionnelle. Mais la composition du Conseil constitutionnel et son fonctionnement ont assez peu évolué, malgré l'introduction de ce contrôle a posteriori. La question prioritaire de constitutionnalité a changé la physionomie du Conseil constitutionnel, qui se revendique lui-même comme une cour constitutionnelle, qui est d'ailleurs considérée comme telle à l'étranger et par les juridictions européennes. Mais ni sa composition ni son fonctionnement n'ont été modifiés pour l'essentiel. Le Conseil constitutionnel, institution politique à l'origine, s'est transformé en cour constitutionnelle, en fait, tout simplement parce qu'il intervient aujourd'hui dans des litiges concrets, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, et ces décisions ont un effet sur la solution d'un litige. Mais la procédure devant le Conseil constitutionnel reste inadaptée.
en tout cas des améliorations sont souhaitables. Par exemple, lors des audiences devant le Conseil constitutionnel, les audiences sur les questions prioritaires de constitutionnalité, il y a rarement des échanges entre les avocats et les représentants du gouvernement qui défend la loi, et rarement des échanges directs en tout cas. Et c'est encore un paradoxe de notre justice constitutionnelle. Nous avons en France donc une institution qui est une institution conçue comme une institution politique qui se revendique juridiction, alors qu'en fait l'institution est restée fondamentalement la même depuis l'origine. De la sorte, le Conseil constitutionnel, me semble-t-il, ne répond plus à la mission qui est maintenant la sienne, celle d'une institution qui intervient dans un litige concret. Si je peux encore terminer, je voudrais conclure pour envisager quelques perspectives. Face aux nombreux paradoxes de la justice constitutionnelle en France, que faut-il faire ? Plusieurs options. Il est possible de réformer le Conseil constitutionnel. Assurément, je pense que cette réforme est nécessaire. À minima, je crois qu'il faudrait exiger qu'une compétence ou une expérience juridique des personnalités nommées au Conseil constitutionnel serait souhaitable, car aujourd'hui, la nomination est utilisée plus pour récompenser une belle carrière politique plutôt qu'une brillante carrière juridique. Cela donne à cette institution une image politique. D'ailleurs, quand on interroge, notre entourage non-juriste sur la question de savoir qu'est-ce que le Conseil constitutionnel, il est assez rare qu'on nous dise que le Conseil constitutionnel est une juridiction. Donc il ne s'agit pas, à travers cette proposition, de renoncer totalement à l'apport de la présence d'hommes ou de femmes ayant une carrière politique ou l'expérience du pouvoir au sein du Conseil, mais au moins de placer la compétence juridique au centre de la nomination des membres du Conseil. Première perspective, donc la réforme du Conseil constitutionnel. La deuxième perspective serait de réformer la question prioritaire de constitutionnalité pour en faire... pour permettre et admettre un authentique contrôle diffus de constitutionnalité des lois, comme il existe déjà aujourd'hui en France un contrôle diffus de leur conformité aux engagements internationaux. C'est une voie qui est possible et qui nécessite une révision de la Constitution, chose qui n'est pas facile, particulièrement en ce moment, compte tenu de la composition de notre Parlement. Voilà quelques propositions que je soumets à votre réflexion, et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous remercions pour l'exposition, pour la parole qui a été prise maintenant. Maintenant, nous passerons la parole au professeur Dominique Rousseau. Muito obrigado, Presidente. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis honorée d'avoir été invitée aujourd'hui au Suprême, au tribunal fédéral. J'aime beaucoup la langue portugaise, mais je dis mais avec votre permission, j'aimerais continuer en français. Le sujet que je vais traiter ce soir, c'est celui de la déférence juridictionnelle. Est-ce que le juge, et notamment le juge constitutionnel, doit avoir un comportement de subordination, de soumission au pouvoir politique, que le pouvoir politique soit législatif ou exécutif? Ce débat, il n'est pas simplement brésilien. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il est aussi français, mais européen. Partout dans le monde aujourd'hui, on reproche aux juges d'avoir un comportement proactif
on dénonce l'activisme judiciaire et beaucoup de gouvernements sur tous les continents invitent les juges à avoir un comportement de respect et de soumission à l'égard du pouvoir politique. C'est ce que j'appelle la déférence juridictionnelle. Est-ce que les juges doivent avoir un comportement actif ou est-ce qu'ils doivent avoir un comportement passif de subordination au pouvoir politique? Vous avez dit tout à l'heure, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ma position est d'être contre la déférence juridictionnelle. Je suis contre la soumission du pouvoir juridictionnel, et en particulier des juges constitutionnels, au pouvoir politique, et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est que la déférence juridictionnelle porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Et la deuxième raison, c'est que la déférence juridictionnelle porte atteinte à la garantie des droits fondamentaux. Et qu'en conséquence, au total, la déférence juridictionnelle est contraire et porte atteinte aux deux piliers de la démocratie que sont la séparation des pouvoirs et la garantie des droits. Premier point soumis à votre réflexion, la déférence juridictionnelle, c'est-à-dire la soumission du juge au pouvoir politique, porte atteinte, selon moi, au principe de la séparation des pouvoirs. Si on se souvient de Montesquieu, Montesquieu, père, dit-on, du principe de la séparation des pouvoirs, distingue le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel, et il précise que chacun de ces trois pouvoirs doit être indépendant l'un par rapport aux autres. Indépendance du législatif par rapport au exécutif, indépendance du judiciaire par rapport aux deux autres. Or, si le pouvoir judiciaire se soumet au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il n'y a plus que deux pouvoirs. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et un pouvoir juridictionnel qui lui est soumis. Et je pense que cette soumission du pouvoir juridictionnel au pouvoir politique met en cause ce principe de la séparation des pouvoirs, y compris dans la compréhension qu'en avait Montesquieu. Montesquieu disait qu'il faut une faculté de statuer et une faculté d'empêcher. La faculté de statuer, c'est le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. La faculté d'empêcher, c'est le pouvoir juridictionnel. Et donc vous avez une séparation entre la faculté de statuer, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, et la faculté d'empêcher, pouvoir juridictionnel. Et c'est ce face-à-face entre ces deux facultés qui construit l'équilibre des pouvoirs et assure, disait Montesquieu, la liberté politique, autrement dit, la démocratie. Et je dis bien la faculté d'empêcher. Le juge n'empêche pas le pouvoir politique de gouverner. Il n'empêche pas le pouvoir politique de gouverner. Il empêche le pouvoir politique d'abuser de sa position pour porter atteinte aux droits et libertés. Donc il n'y a pas de gouvernement des juges. Il n'y a pas de gouvernement des juges. Ce que font les juges, c'est simplement empêcher le pouvoir politique de profiter de sa position pour porter atteinte aux droits et libertés. Quand on raisonne sur cette question, tout de suite, il y a une objection qui vient, mais qui est celle de la légitimité. Quelle est la légitimité du juge
dans cette répartition des trois pouvoirs. Parce que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ils ont une légitimité, l'élection. Ils sont élus. Les juges ne sont pas élus. Et donc, comment des juges non élus pourraient remettre en cause des décisions prises par des élus? Et c'est en ce sens qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de légitimité démocratique pour le pouvoir juridictionnel, puisque le pouvoir juridictionnel n'a pas de légitimité électorale. Je crois que cette objection que l'on entend partout doit être aujourd'hui discutée en reprenant l'histoire de la légitimité. Soit en mobilisant Max Weber avec les trois types de légitimité, soit en mobilisant les derniers travaux, notamment d'Habermas. Il y a plusieurs formes de légitimité. La légitimité, c'est ce qu'une société admet comme normal à un moment donné. C'est ce qu'une société, la question de l'obéissance, la question de l'acceptabilité d'une décision, qu'est-ce qui fait qu'on va accepter une décision? Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, on croit dans la manière, le mode de production de cette décision. Jusqu'à présent, la légitimité venait du bas, venait de l'origine, plus exactement. La légitimité d'une institution venait de son origine, soit origine divine, la légitimité de droit divin, soit légitimité électorale. Je ne dis pas démocratique, je dis légitimité électorale. Je fais une différence entre légitimité électorale et légitimité démocratique. La légitimité qui vient du peuple, du vote. Je pense que nos sociétés, ici et ailleurs, nos sociétés sont à un moment de basculement de la forme de légitimité. Les sociétés sont moins attachées à l'origine, Dieu, le peuple, qu'à la manière dont une décision a été prise, qu'au mode de production d'une décision. Ce qu'Habermas appelle la légitimité procédurale. C'est-à-dire qu'on accepte une décision parce qu'elle a été prise selon une procédure qui permet à la société de considérer cette décision acceptable au moment où elle a été prise. La légitimité procédurale, c'est cette légitimité qui met l'accent sur l'élaboration de la décision. Est-ce que toutes les opinions, tous les arguments ont été entendus? Est-ce que le contradictoire a été respecté? Est-ce que la transparence a été respectée? La procédure. Et c'est cette procédure qui aujourd'hui fait la légitimité d'une décision. Or, dans les juridictions constitutionnelles, ce qui est au centre de l'activité juridictionnelle, c'est précisément la procédure, le débat contradictoire, l'échange des arguments, la possibilité des opinions dissidentes, la possibilité de modifier son opinion sur une affaire au fur et à mesure de l'instruction de cette affaire. Autrement dit, les juges aujourd'hui sont démocratiquement légitimes parce que la légitimité ne vient plus seulement de l'élection, mais du mode de production de la décision. Et c'est en ce sens que je défends l'idée que la juridiction constitutionnelle ou les juridictions sont légitimes à rendre les décisions qu'elles prennent dans le cadre d'une configuration constitutionnelle. La deuxième raison, si je suis trop long, vous me le dites, la deuxième raison est que... Je regarde là-bas, oui c'est vrai. La deuxième raison est que
Comment? Ne t'inquiète pas. D'accord. Il a beaucoup de temps. La deuxième raison est que les juridictions constitutionnelles sont légitimes parce qu'elles participent à la garantie des droits fondamentaux. Deux raisons pour ça, enfin deux éléments pour expliquer cette position. Un élément factuel. Un élément factuel, je constate aujourd'hui que dans le monde, il y a une tendance très forte à réduire le pouvoir des juridictions constitutionnelles. Partout en Europe, beaucoup en Europe, en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie, en Pologne avant les élections de l'année dernière, et même en France, où a été déposée il y a 3 ans maintenant une proposition de loi constitutionnelle qui avait pour objet de permettre au Parlement de passer outre une décision de censure du Conseil constitutionnel. Le Parlement aurait eu la possibilité de revoter la loi annulée par le juge constitutionnel en la votant à la majorité des 2/3 ou des 3/5. C'est une proposition, elle n'a pas été votée. Elle n'a pas été votée. Mais un groupe de députés ont déposé cette proposition. Je crois qu'au Brésil aussi, il y a eu au Congrès un député qui a déposé ce type de proposition. Donc vous voyez, Brésil, France, comparaison possible. Il y a aujourd'hui dans le monde une tendance à remettre en cause les juges constitutionnels. Et pourquoi les juges constitutionnels? Précisément parce qu'ils sont les gardiens des droits fondamentaux. Et tous les courants d'extrême droite, tous les courants populistes, afin de gouverner tranquillement, restreignent les droits et libertés, liberté de la presse, liberté universitaire, liberté d'aller et venir. Et comme le juge constitutionnel est celui qui protège la liberté de la presse, eh bien, on supprime ou on affaiblit les juridictions constitutionnelles. Donc il y a un élément factuel qui montre que les juges constitutionnels sont bien les gardiens des droits fondamentaux, puisque quand on veut supprimer, quand on veut porter atteinte aux droits fondamentaux, eh bien, on ne supprime pas le suffrage universel. On supprime les juges constitutionnels. Un élément donc factuel, un élément, disons, un élément doctrinal, ou un élément philosophique, si vous voulez, que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'état de droit. Le rôle d'un juge constitutionnel est de protéger les droits et libertés. La liberté, l'égalité, la fraternité, la liberté d'aller et venir, liberté de la presse. Mais ces droits s'expriment à travers des mots. Liberté, égalité, ce sont des mots. Or, chacun sait, pas besoin d'être linguiste, que les mots peuvent avoir plusieurs sens. Les mots sont polysémiques. Et qu'il revient notamment au juge constitutionnel d'interpréter ces mots. Égalité. Égalité. Le mot égalité. Que veut dire le mot égalité? Égalité entre les hommes masculins? Égalité entre les hommes et les femmes? Égalité entre les nationaux et les étrangers? Quelle est la portée normative, quelle est la densité normative de cet énoncé? Qui fait ce travail d'interprétation des mots? Qui va transformer un mot en norme? Le juge constitutionnel. Et c'est là qu'on l'attaque.
C'est là qu'on l'attaque parce que on dit au juge, mais vous avez une liberté, vous pouvez interpréter, vos interprétations sont folles, délirantes, absurdes, discrétionnaires. Je ne crois pas. Je ne crois pas que le travail d'interprétation du juge, qui n'exprime pas une volonté de puissance, interpréter les mots, ce n'est pas la manifestation d'une volonté de pouvoir du juge. C'est son métier. Vous avez rappelé que j'étais au tribunal constitutionnel d'Andorre. L'article 95 de la Constitution d'Andorre dit « Le tribunal constitutionnel est l'interprète suprême de la Constitution ». Donc notre travail, c'est d'interpréter. Donc comment dire, on ne fait pas un abus de pouvoir. Le juge exerce son pouvoir lorsqu'il interprète. La question est de savoir si il interprète librement ou pas. Dans la réalité, je pense, du travail juridictionnel, l'interprétation du juge constitutionnel s'inscrit, en tous les cas c'est la thèse que je défends, comme un acte dialogique. C'est-à-dire que l'interprétation donnée par le juge au mot égalité, au mot liberté, n'est pas le résultat d'un geste unilatéral et arbitraire, mais il s'inscrit dans une chaîne herméneutique dans laquelle plusieurs acteurs sont intervenus. Le Parlement, les juridictions inférieures, les juridictions internationales, par exemple en France, la Cour européenne des droits de l'homme, les autres cours constitutionnelles, la doctrine, les professeurs de droit, les associations, les syndicats, bref, il y a sur le mot dont le juge constitutionnel doit donner une interprétation, il n'est pas seul pour faire cette interprétation. Le juge s'inscrit dans une chaîne d'interprétation. Et il s'inscrit dans une chaîne d'interprétation. Le temps est fini, me dit-on. Non, non. Donc, je vais conclure. Il s'inscrit dans une chaîne d'interprétation qui a pour particularité de donner une interprétation, ma collègue Agnès Robleau-Troisier le disait à l'instant, dans un cas concret. Dans un cas concret. C'est-à-dire que le juge est celui qui fait vivre concrètement les grands mots, égalité, fraternité, liberté, qui les fait vivre au quotidien par leur travail d'interprétation? Les juges. C'est, je crois, le président Zagrebelski, qui est ancien président de la Cour constitutionnelle italienne, qui est à l'origine de cette expression, le droit vivant. Hein, c'est-à-dire le juge fait vivre les grandes maximes qui sont contenues dans les constitutions. Par conséquent, le travail du juge constitutionnel, qui est de donner une densité normative aux énoncés constitutionnels, hein, je pourrais juste 2 secondes, mais par exemple, le Conseil constitutionnel a reconnu comme droit fondamental le libre accès à Internet. Le libre accès à Internet. Le juge constitutionnel. Vous savez où le juge constitutionnel s'est fondé pour reconnaître ce libre accès à Internet? Sur l'article 11 de la Déclaration de 1789, qui reconnaît à chaque citoyen le droit de parler, écrire et imprimer. Évidemment, en 1789, personne ne pensait à Internet. Mais le juge s'est appuyé sur cet article pour interpréter au temps présent cette liberté d'écrire, de publier et d'imprimer. Le juge a fait cette interprétation, bien entendu, parce qu'il y a eu autour de lui, dans la société, cette aspiration au libre accès à Internet.
il y a un livre, Stéphane Breyer, l'ancien magistrat, l'ancien juge à la Cour suprême des États-Unis, vient de publier un ouvrage qui s'appelle Reading the Constitution, où il met en avant, est-ce que le juge doit s'appuyer sur la lettre ou sur l'esprit? Et lui, il démontre dans ce livre que pour rendre ses décisions, il s'est toujours appuyé sur l'esprit et pas sur la lettre, afin de rendre vivant le texte constitutionnel. Donc, il me semble pour ces deux raisons qu'un juge ne doit pas être déférent. Il ne doit pas être déférent à l'égard du pouvoir politique, sinon il n'y aurait plus de séparation des pouvoirs, sinon il n'y aurait pas de garantie des droits pour les citoyens. Et puisque je viens de France, je ne peux que citer un révolutionnaire français en disant il ne faut pas que les juges, pas de déférence, pas de déférence, pas de déférence, de l'audace, toujours de l'audace, et la démocratie sera sauvée. Je vous remercie. Nous remercions énormément cette conférence du professeur Dominique Rousseau, qui nous a donné, comme tous ceux qui ont entendu, un thème extraordinairement, extrêmement actuel au débat brésilien. Et je donne maintenant la parole immédiatement au professeur Xavier Philippe. Monsieur le doyen, Monsieur le Président, permettez-moi d'étendre mes remerciements pour cette invitation et de compléter ce qui vient d'être dit par mes deux collègues, puisque mon propos poursuivra ce qu'il vient d'être dit à la fois par Agnès Robleau-Troisier et Dominique Rousseau. Alors, j'ai choisi de vous parler de la justice constitutionnelle qui n'est ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion publique, ni une chambre d'appel des choix du Parlement. Pourquoi ai-je choisi ce thème? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une phrase qui a été prononcée par le président de notre Conseil constitutionnel dans ses vœux au président de la République le 8 janvier 2024 et qui traduit tout simplement cette idée selon laquelle le Conseil constitutionnel français ne serait ni sensible à l'opinion publique, ni sensible à ce qui peut se dérouler au Parlement. Alors le fait que le président Laurent Fabius, puisqu'il s'agit de lui, et qui, je crois, a prononcé une conférence en ces lieux il y a quelques mois, se soit orienté vers un rappel de ces principes, où il rappelle que le juge constitutionnel français est chargé de la constitutionnalité des lois, pourrait sembler assez banal. Mais en réalité, son propos s'inscrit dans le cadre de vœux présentés devant l'un des chefs de l'exécutif, le président de la République, et il est chargé d'un certain symbole. Ma collègue Agnès Robleau-Troisier l'a rappelé tout à l'heure, le Conseil constitutionnel, à la différence du Tribunal suprême fédéral, n'a pas été conçu comme une cour constitutionnelle. C'est un accident de l'histoire, et cet accident de l'histoire, elle l'a très bien rappelé, résultait en réalité d'une volonté de créer une institution qui s'occuperait d'un certain nombre d'activités prévues par la Constitution, mais pas de contrôler la constitutionnalité des lois. Et l'une des raisons principales qui explique cela tient tout simplement à ce qu'en France, outre ce qui a été dit tout à l'heure, on a sacralisé l'idée selon laquelle la loi était l'expression de la volonté générale, titre emprunté à un livre de Carré de Malberg, mais qui s'est traduit par cette idée selon laquelle, en France, ce n'était pas l'état de droit qui régnait, mais l'état légal. Le Parlement, après le roi, ne pouvait mal faire, et donc contrôler la loi
était en quelque sorte sacrilège. Alors certes, les concepteurs de la Constitution de 1958 ont voulu se départir un tout petit peu de cette idée, mais ils sont restés fondamentalement attachés à cette idée selon laquelle le Parlement décidait et non pas un juge. Je rappelle ici que le général de Gaulle avait considéré qu'une cour constitutionnelle, c'était un canon braqué contre le Parlement. On est donc devant une situation assez originale et qui n'a rien à voir avec la situation que le Brésil connaît depuis la Constitution de 1988 et même avant. Alors je vous propose tout simplement de regarder et d'analyser ces mots du président de notre Conseil constitutionnel, selon lequel il n'est ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion publique, ni une chambre d'appel des choix du Parlement, pour vous démontrer que ces deux affirmations me semblent devoir être nuancées, voire corrigées, parce que le Conseil constitutionnel tient compte de l'opinion publique et il est également une sorte d'acteur dans le jeu politique qui existe entre les deux chambres du Parlement. Et ce sont les deux points que je voudrais évoquer. Tout d'abord, le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre d'écho de l'opinion publique. C'est vrai, si on remonte à l'origine de ce qu'était le Conseil constitutionnel. Il n'a pas été conçu pour prendre en considération les desiderata de l'opinion publique. Et je dirais même que dans sa version initiale, ma collègue l'a rappelé tout à l'heure, il n'y avait aucun contact entre le Conseil constitutionnel et l'opinion publique. L'opinion publique était assez largement écartée de cette idée et affirmait que le Conseil constitutionnel était insensible aux tendances de l'opinion publique, aux sondages, aux manifestations d'opinion, était globalement vrai. Mais il faut reconnaître que le fait que la justice constitutionnelle soit un contre-pouvoir ou s'inscrive dans ce que l'on appelle l'opinion contre-majoritaire amène quand même à s'interroger sur, je dirais, la réalité de cette affirmation, notamment si l'on compare la situation française avec celle d'autres États, et notamment les États-Unis d'Amérique. Je voudrais ici développer devant vous quelques idées, quelques arguments qui démontrent que, au fond, cette affirmation doit être largement nuancée. Alors, si effectivement le Conseil constitutionnel n'a pas été conçu comme un organe sensible au mouvement de l'opinion publique, qu'il n'a pas été conçu pour défendre le corps social dans ses droits et libertés, cette situation a changé, et on l'a rappelé tout à l'heure. La Constitution française ne comportait aucun élément de droit substantiel, ou très très peu. Il n'y avait pas de droits et libertés, et c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui, en 1971, a découvert qu'il existait en France des textes qui protégeaient les droits substantiels, ce qu'on a appelé le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire notre charte des droits et libertés fondamentaux, qui est composée de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946, ainsi que des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, c'est une invention, au sens propre du terme, du Conseil constitutionnel. Mais en faisant rentrer ces libertés, comment pouvait-il ne pas imaginer que l'opinion publique, qui est bénéficiaire de ces droits et libertés, n'en tirait pas profit? C'est ajouté à cela la révision constitutionnelle de 1974, qui a été conçue à l'origine comme une façon de garantir les droits de l'opposition parlementaire. Cette révision constitutionnelle extrêmement simple permettait à 60 sénateurs ou 60 députés, qui était, je dirais, le nombre minimum d'un groupe parlementaire à l'époque, de saisir le Conseil constitutionnel pour, avant que la loi n'entre en vigueur, la faire contrôler au niveau des normes constitutionnelles, de l'ensemble des normes constitutionnelles qui existaient. Si on rajoute ces deux éléments mis bout à bout,
on se rend compte que toutes les grandes lois qui touchaient aux droits et libertés vont devenir des sujets qui vont être déférés devant le Conseil constitutionnel et qui inévitablement vont impliquer l'opinion publique. Que ce soit les lois relatives à la sécurité, aux libertés, que ce soit les lois relatives aux nationalisations, que ce soit les lois qui ont touché à d'autres éléments qui touchent au quotidien de l'opinion publique, eh bien, tout cela devenait un marqueur qui, évidemment, obligeait, d'une certaine façon, à prendre en compte l'opinion publique, ou plus exactement les tendances au sein de l'opinion publique. Deuxième facteur, et j'irai très vite sur ce point, puisqu'il en a déjà été question, jusqu'en 2010, le contrôle de constitutionnalité des lois en France ne se faisait qu'avant l'entrée en vigueur de la loi. C'était un contrôle a priori, abstrait et a priori. Le fait que ce contrôle se soit développé ensuite dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire un contrôle a posteriori qui est toujours abstrait, mais qui peut être déclenché par l'individu, faisait rentrer en quelque sorte l'individu dans le contrôle de constitutionnalité qui, pour lui, auparavant, était inaccessible. En faisant rentrer dans ce contrôle de constitutionnalité à partir de la révision constitutionnelle de 2008 l'individu, le constituant a accepté que le juge constitutionnel français devienne un juge à part entière et qu'il puisse être saisi par des autorités non politiques. On se retrouve donc avec un juge qui est aux prises avec l'individu et donc, d'une certaine façon, l'opinion. Et cela a amené, d'une certaine façon, à rendre beaucoup plus visible le Conseil constitutionnel dans les décisions qu'il prenait, et d'une certaine façon également à le confronter à l'opinion publique. Et toutes les grandes lois qui touchent aux droits et libertés ont été commentées par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité. Je pense ici à la loi sur le mariage pour tous, par exemple, et qui, d'une certaine façon également, ont amené le Conseil constitutionnel à replacer en quelque sorte sa décision ou ses décisions dans un cadre politique et où l'opinion publique était loin d'être absente. Alors, je voudrais ici, après ces quelques arguments, vous montrer qu'il est très difficile pour une juridiction constitutionnelle de ne pas tenir compte de l'opinion publique. Que l'opinion publique ne soit pas l'élément moteur, c'est une chose, mais que l'opinion publique en soit absente, ça me semble aller beaucoup trop loin. Je voudrais ici reprendre des mots du président, du Chief Justice William Rehnquist de la Cour suprême américaine, qui disait que quelque part, dehors, par-delà l'enceinte de ce palais, il parlait de la Cour suprême américaine, ondulent les courants de l'opinion publique qui clapotent à la porte de la Cour. Ces courants, disait-il, s'ils sont suffisamment importants et soutenus, auront, à n'en pas douter, un effet sur le sens de certaines des décisions rendues par cette Cour. Et donc, le Conseil constitutionnel français, en devenant un véritable juge de la constitutionnalité à partir de l'année 2010, se trouve inévitablement confronté à ces tendances de l'opinion publique et les écarter me semble aller un peu vite en besogne, en tout cas. Et aujourd'hui, la question qui se pose véritablement, mais ma collègue en a parlé, c'est de savoir si on peut véritablement faire l'économie d'une réforme en profondeur de notre juridiction constitutionnelle. C'est là un autre débat, mais il se pose avec cette phrase qui avait été celle du président de notre Conseil constitutionnel lors de ses vœux au président de la République. Deuxième affirmation, après l'idée selon laquelle le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre d'écho de l'opinion publique, le Conseil constitutionnel n'est pas non plus une chambre d'appel des choix du Parlement. Alors, bien évidemment, le Conseil constitutionnel français, comme bien d'autres juridictions constitutionnelles, a développé ce que l'on pourrait appeler ou comparer à la doctrine des questions politiques,
Et il le fait en utilisant une formule magique, une phrase récurrente, en rappelant que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement. Les choses sont claires, le juge constitutionnel n'est pas celui qui décide des politiques publiques. Simplement, il faut ajouter que dans les arguments de constitutionnalité, la loi exprime l'expression de la volonté générale dans le respect de la Constitution, et que même s'il ne doit pas intervenir dans les choix politiques, le juge constitutionnel est amené à faire respecter la Constitution. Et une analyse peut-être un peu plus attentive de la situation française, là aussi, amène à un peu plus de circonspection. Si le juge constitutionnel n'est pas le juge des passions politiques, il se retrouve, qu'on le veuille ou non, au cœur du débat politique. Alors cela résulte de l'histoire, et je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit précédemment et ce qui a été dit par ailleurs, mais il était logique, à partir du moment où les droits et libertés étaient contrôlés, que le texte juridique, le texte de loi qui a été adopté, interviennent dans le débat politique, et que le juge constitutionnel porte le débat politique avec des arguments certes juridiques, mais qui comportaient une dimension inévitablement politique. Opérer une séparation étanche entre l'aspect politique d'une loi et son aspect juridique n'aurait pas véritablement de sens, et d'une certaine façon, en étant juge de la loi dans le contentieux a priori, le juge constitutionnel français était un juge politique. Il était d'abord un juge politique avant d'être un juge de la constitutionnalité des lois au sens propre dans le cadre du contrôle a posteriori. Alors on me rétorquera peut-être que la critique est plus précise et qu'elle porte uniquement sur le refus de transformer le Conseil constitutionnel en chambre d'appel du Parlement. Alors, cela est vrai, mais il y a quand même ici à regarder la jurisprudence et à regarder le mode de fonctionnement du Conseil constitutionnel des éléments qui amènent à réfléchir singulièrement sur cette affirmation, et dire que le Conseil constitutionnel est complètement insensible à la dimension politique des arguments juridiques qui sont soulevés devant lui me semble devoir être mené avec une certaine prudence. On remarquera tout d'abord que les techniques qu'il emploie pour rendre ces décisions sont des techniques dans lesquelles il va utiliser un certain nombre d'arguments, qu'il s'agisse de moyens tenant à la procédure parlementaire suivie ou à la définition des frontières, de normes ou d'objectifs constitutionnels. Comment peut-on identifier le raisonnement qui est suivi par le juge constitutionnel et sa rigueur juridique si ces éléments se contentent de quelques formules elliptiques et qui permettent d'affirmer une position et le contraire? Ce que je veux dire ici, c'est que le juge constitutionnel français a la fâcheuse tendance à rendre des décisions qui sont extrêmement sibyllines, difficiles à comprendre pour le commun des mortels, et d'autre part, qu'il ne fournit pas d'arguments précis sur la façon dont il applique les normes constitutionnelles. Et en faisant cela, il s'octroie d'une certaine façon un certain pouvoir dans la façon de traiter politiquement la question qui lui est posée. Peut-on, par exemple, considérer que le recours à une loi rectificative de financement de la sécurité sociale puisse être opéré, là où précédemment, il fallait une loi ordinaire? Il y a dans la jurisprudence certaines incompréhensions qui se sont développées qui amènent quand même à se demander si ce juge constitutionnel n'est pas devenu une troisième chambre du Parlement. Nous avons également, et je pense que c'est quelque chose qui est assez largement utilisé, durant la pandémie,
la question du recours à la protection de l'ordre public et de la santé publique a été utilisée, sans que l'on sache très bien quelles étaient les limites de ce qu'était la protection de la santé publique. Et jusqu'où pouvait-il aller pour limiter les droits et libertés? Et enfin, un dernier exemple, parce qu'il est commun à de nombreuses juridictions constitutionnelles, le recours au contrôle de proportionnalité est quelque chose qui, en France, se limite à une affirmation selon laquelle la mesure législative est nécessaire, adaptée et proportionnée. Mais comprendre ce qu'il y a derrière cet argument me semble devoir signifier que l'aspect politique des décisions rendues par le Conseil constitutionnel n'est pas complètement absent. L'autre point, et j'en terminerai par là, que je voulais signaler, c'est la composition de notre juridiction constitutionnelle. La professeure Agnès Robleau-Troisier l'a rappelé tout à l'heure, il y a au sein de notre Conseil constitutionnel, de notre Cour constitutionnelle, majoritairement des personnes qui ont eu d'abord une carrière politique. Premier ministre, ministre, président de l'Assemblée nationale. Très rares sont les cas finalement dans lesquels nos juges sont des juristes non seulement de formation, mais également de profession. Et alors, la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si on peut complètement oublier ce que l'on a été lorsque l'on rend une décision comme juge, alors que l'on a été soi-même confronté à un certain nombre de questions politiques. Lorsque nous avons, il y a quelques années, ouvert avec Dominique Rousseau ce que l'on appelait les délibérations du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les débats qui avaient pu y avoir entre les juges et qui sont devenus des archives publiques, on voyait très bien que les juges prenaient en compte l'opinion publique. On voyait très bien que certains membres du Conseil constitutionnel se rappelaient ce qu'ils avaient été quand ils avaient été ministres ou présidents de l'Assemblée nationale. Alors, affirmer que le juge n'est ni une chambre d'écho de l'opinion publique, ni une troisième chambre du Parlement, c'est probablement vrai. Mais ça demande quand même une certaine prudence et une certaine nuance. Et en tout état de cause, il me semble que le président du Conseil constitutionnel est peut-être allé un peu vite en besogne dans l'emploi de cette phrase. Alors, pour lui rendre justice, je dois quand même ajouter une chose, c'est que lorsqu'on lit l'ensemble de son discours, ce qu'il veut protéger, c'est l'état de droit. Et que la référence qu'il fait, c'est aussi une garantie que le juge constitutionnel protège cet état de droit et résiste ou puisse résister aux sirènes des pouvoirs illibéraux ou des pouvoirs populistes qui, malheureusement, en Europe, et on l'a rappelé tout à l'heure, ne sont pas absents et qui peuvent nous guetter un jour. Je vous remercie. Nous remercions également la parole de ce grand défi du professeur Xavier Philippe. Et nous remercions à tous, aux trois personnes, aux trois invités, aux trois professeurs qui nous ont apporté certainement des questions importantes pour nos études de droit comparées, considérant la complexité du système brésilien qui s'échange entre les Américains et les Européens, qui se mélangent sur le contrôle de constitutionnalité. Certainement, nous avons beaucoup à réfléchir sur l'expérience française et surtout en ce qui concerne également le schéma le contrôle préventif qui ne nous est pas étranger, le contrôle qui ce sont des amendements constitutionnels. C'est une valve
d'échappement pour que le Parlement qui puisse l'utiliser par des propositions constitutionnelles et que ça vienne jusqu'au tribunal suprême fédéral. Il y a d'ailleurs des mandats de sécurité de 2 propositions d'amendements constitutionnels et que nous devrons délibérer. Je voudrais remercier la présence de toutes les personnes ici présentes et de la contribution des invités, des grands invités, Madame Roblot-Troisier, Monsieur le professeur Dominique Rousseau et le professeur Xavier Philippe. Merci beaucoup. Ça va, il y a des questions. Nous remercions toutes les manifestations des excellents invités aujourd'hui. Je laisse la parole à Monsieur Fachin. J'ai noté les observations du doyen, des professeurs, et je renouvelle les remerciements. Et c'est les juristes qui viennent ici aujourd'hui et nos collègues magistrats. Et nous, ici, nous avons vu beaucoup de questions très pertinentes, avec beaucoup de devoirs. Nous pourrons localiser un fil conducteur dans les 3 expositions, 3 paroles prises, qui est la partie politique. Si on regarde ce que Madame Agnès elle a dit, le contrôle de constitutionnalité en France, on dit long sur la transformation qui a été passée et sur la nomination de la réforme qu'il y a eu en 1964, dans laquelle on a pu parler d'un contrôle de constitutionnalité postérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Le paradoxe que, comme la professeure traduit, des cas concrets, abstraits, et ils ne sont pas très distants des dilemmes que nous affrontons ici, sur le contrôle concentré, mais également sur le contrôle diffus de constitutionnalité devant les effets et la reconnaissance de la répercussion générale. C'est pour ça que ça a beaucoup de sens d'apprendre sur les réformes et regardant le système français et la réalité que nous vivons ici au Brésil. Et c'était très intéressant entendre ce que vous avez dit sur le contrôle de constitutionnalité à la française. C'est un mode, ça correspond à l'examen qui est très important pour nous. Nous pouvons également, sur ce qu'a dit M. Rousseau, un débat actuel ici au Brésil, très actuel. Il faut se rappeler, comme les professeurs disent, sur les 2 piliers centraux, la séparation des pouvoirs et la garantie des libertés, des droits fondamentaux. Et nous en parlons, nous avons, pendant qu'il parlait, par les regards, nous étions en accord et d'accord avec ce qui avait été dit. J'avais écrit une petite question à Monsieur Dominique Rousseau. Et Porque o equilíbrio entre l'équilibre entre l'activisme et la déférence, comment est-ce qu'elle requiert une sortie? Monsieur le professeur nous a dit un classique et vous nous avez donné 2 modèles, un contemporain, un classique sur la légitimité de la procédure.
cette cadence herméneutique de la protection des droits fondamentaux. Cette grande justice, elle revient sur la pensée originale et de l'intention de l'esprit juridictionnel. Et enfin, pour les paroles de M. Xavier, regardez l'opinion publique et regardez la relation avec le Parlement. Comment est-ce qu'on fait, on voit comment le Parlement et l'indépendance de la situation de l'opinion publique. Je crois, c'est pas un thème lointain, c'est où va la présidence de l'État dans la voie publique, politique? Où est-ce jusqu'où elle doit aller? Quelle est la relation importante qui démontre la relation qui est tourmentée entre les décisions majoritaires et les opinions publiques? Et donc on doit voir dans les deux sens le discours. Et comme M. Mendes nous a dit, quand il y a une décision majoritaire qui peut être différente de la rationalité et légitime de l'opinion publique. Pourtant, j'ai écrit Monsieur Gilmar préside cet événement et je voudrais élogier vous trois, les invités, le professeur Dominique Rousseau, Madame Agnès Troisier. Et vous avez enrichi notre après-midi. Quelques mots en français pour vous remercier. Je seulement dirais Em francês. que vous avez partagé sans de grands valeurs pour la Cour suprême du Brésil, offrant de nouvelles approches et renforçant la compréhension du droit comparé. Alors, merci beaucoup à vous. E agradecendo a todos, especialmente ao ministro Gilmar Mendes, pela... Je remercie principalement M. Gilmar pour la présence. Merci beaucoup pour sa présence.